Merci de nous avoir rejoints pour cette session double sur la diversité et la place des femmes dans l'open source. Et on va commencer avec une présentation de Lancelot Péquet sur comment accueillir plus de femmes dans l'écosystème libre. Donc, je suis très intéressé de savoir quel est l'éclairage scientifique et les pistes concrètes qu'il va nous proposer. Il faut que je parle là-dedans. Voilà, très bien. Et je dois enlever mon masque ou je dois le garder? Non, vous pouvez l'enlever. Je peux l'enlever, ok. Merci. Merci beaucoup pour me donner cette possibilité d'intervenir cette année. Donc effectivement, l'objectif, c'est de parler de la façon dont on peut accueillir plus de femmes dans l'écosystème libre et de le faire d'une manière qui soit plutôt avec une posture scientifique, avec quelques pistes qu'on pourrait proposer pour améliorer cette situation. Alors déjà, je vais juste expliquer à quel titre je m'exprime, d'où je viens et pourquoi je vous parle de ça. Donc je suis maître de conférence à l'université de Poitiers. J'ai des activités de recherche et d'enseignement dans un certain nombre de matières ou de domaines scientifiques, mais les approches scientifiques que je vais évoquer aujourd'hui sont plutôt celles de la psychologie et de l'éthique. Sur ces sujets-là, je travaille dans une équipe interdisciplinaire à Poitiers et également dans l'équipe psychologie sociale des comportements et cognitions à l'université de Paris-Nanterre. Il se trouve que je suis aussi consultant et que j'étais cofondateur et CEO d'un cabinet qui s'appelait Will Strategy jusqu'à il n'y a pas longtemps, et que à ce titre-là, j'ai aussi été l'auteur de l'enquête sur l'état des lieux de la filière open source en France pour le Conseil national du logiciel libre, qui est sorti il y a quelques mois. Et ça a été le point de départ de l'envie de vous parler de ce sujet-là. Et accessoirement, j'allais dire, ça a à la fois pas de rapport et aussi quand même un certain rapport. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle INRIA Alumni, qui regroupe plus de 28 000 personnes, femmes et hommes, experts en sciences du numérique, qui sont passés à un moment ou à un autre, qui ont une expérience dans cet Institut national de recherche en sciences du numérique. Donc voilà, c'est à la fois un terrain d'observation, puis c'est aussi un lieu peut-être de promotion aussi de pratiques positives. Donc le contexte, comme je vous le disais, c'est l'une des conclusions de l'enquête de 2021 du CNLL, qui concerne la manière ou les manières d'accueillir plus de femmes, notamment des développeuses, dans l'écosystème open source. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner cet éclairage, ou un éclairage, sur certains aspects, notamment avec des éclairages de psychologie sociale, et donc des pistes concrètes pour répondre à une question éthique pour cette communauté, pour cet écosystème, en faveur d'un numérique qui soit ouvert et inclusif. Alors je précise que le sujet est vaste, complexe, délicat, et que, évidemment, il n'y a aucune prétention à l'exhaustivité dans cet exposé, évidemment. Donc le point de départ, comme je vous le disais, c'est cette fameuse enquête sur la filière open source en France qui est parue en 2021, que vous pouvez, donc qui est en libre accès, que vous pouvez récupérer sur le site du CNLL, dont les conclusions principales, alors principales au sens des axes de travail qu'on s'était donnés, ont été résumées par de belles infographies. Donc le rapport fait 148 pages, donc si vous n'avez pas le temps de le lire, vous pouvez au moins regarder les 4 infographies, dans lesquelles vous ne retrouverez pas explicitement de mention à la question de l'accueil des femmes, parce que en réalité, ça n'était pas dans les axes de travail qu'on s'était fixés au départ. Sauf que on a fait un constat qui a fait qu'on s'est dit, quand même, c'est important. Il y a quelque chose qui nous interpelle. Il faut quand même qu'on creuse. Alors, on n'a pas creusé énormément, très honnêtement. On a creusé comme on a pu sur le champ, mais ça serait intéressant d'aller plus loin dans ces investigations-là. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué que sur les 134 entreprises qui ont répondu, donc c'était un questionnaire qui était destiné aux chefs d'entreprise, il n'y avait que 6 femmes. C'est-à-dire qu'on avait un taux de dirigeantes de 4,4%.
là où les startups numériques, par exemple, c'est plutôt 10% dans le baromètre EY France Digital de 2020. Donc moins. Et puis, parmi les dirigeantes qui ont répondu, il n'y en avait que 2 qui semblaient avoir un profil technique, c'est-à-dire un taux de profil technique féminin sur l'ensemble des dirigeants de 1,5%, qui est bas, hein, très bas, c'est sûr. Après, on n'a pas mesuré non plus le taux de profil technique masculin sur l'ensemble des dirigeants. Donc, on n'a pas d'éléments de comparaison par rapport à ça, mais j'allais dire juste la mesure comme ça interpelle parce que de manière un peu plus intuitive, quand on parle à des dirigeants d'entreprises du libre, on a quand même l'impression que pour beaucoup d'entre eux, ils ont quand même un background technique. Alors évidemment, tout ça ne préjuge pas du pourcentage de femmes qui ont un profil technique dans l'ensemble des entreprises du libre. Évidemment, ça serait intéressant de le mesurer ultérieurement. Donc, on a fait ce constat. Du coup, on a sollicité les femmes qui avaient répondu pour avoir leur opinion, pour savoir comment est-ce qu'elles voyaient les choses. Et puis on a fait un rapide tour d'horizon de la littérature et on a rédigé une section assez modeste, mais voilà, qui donne quand même quelque chose d'intéressant sur le sujet, j'espère. Voilà, je vais essayer maintenant de vous replacer les choses en termes d'enjeux, quelques observations et des résultats scientifiques qu'on a soulignés dans ce travail. Alors, l'accueil des femmes, évidemment, au sein de cet écosystème libre open source, et open, j'allais dire, parce que c'est pas que open source, hein, c'est aussi open data, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie quand même, c'est associé à plusieurs enjeux. Donc déjà, des enjeux éthiques qui sont liés aux valeurs de cet écosystème. Parce que quand on est ouvert, que ce soit de l'open source, de l'open data, de l'open gov ou tout ce qu'on veut, on a du mal à imaginer qu'on puisse être ouvert sans simultanément accueillir pleinement la diversité. Ensuite, il y a des enjeux de société, parce que en France en particulier, on est attaché à la liberté, donc notamment de choix, d'études, de métiers, etc. D'égalité des droits entre hommes et femmes en particulier, de fraternité aussi, y compris entre genres. Donc voilà. Donc on a besoin d'une communauté qui soit inclusive et qui offre toutes ses chances aux femmes comme aux hommes. Et puis il y a des enjeux économiques. J'allais dire ça, c'est peut-être un peu mesquin de le dire comme ça, mais est-ce qu'on peut vraiment se priver de 50% des talents s'ils existent, quoi. Voilà. Donc à un moment où on sait que le marché du travail est très tendu, on sait qu'on a énormément besoin de compétences dans les domaines scientifiques et technologiques, et en particulier dans la communauté, dans les communautés ou la communauté libre et open source. Voilà, ça semble une évidence qu'on a besoin de toutes les forces en présence, y compris d'un maximum de femmes qui auraient envie d'embrasser ces carrières, sur le plan technique et aussi dans des rôles de direction. Alors, première observation que je rappelle ici, donc les femmes sont évidemment moins nombreuses que les hommes dans le secteur numérique et le domaine informatique en France. Alors j'ai mis les termes entre guillemets parce que, comme toute statistique, il faut faire très attention à ce qu'on veut dire par là, donc voilà. Donc, il y a une étude de talent du numérique qui nous dit que dans le secteur numérique, dans une définition qui est la leur, on a 27,4% des effectifs féminins, qui sont féminins, contre 46,8% tout secteur d'activité confondu. Et pour le domaine informatique, alors pareil, avec des limites de définition décrites par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 2019, on a 20% des ingénieurs et cadres d'études de R&D qui sont des femmes, 16% des techniciens d'études et de développement qui sont des femmes, et 17% des élèves ingénieurs qui sont des femmes. Alors, deuxième observation, plus spécifiquement sur les points qu'on évoquait, c'est-à-dire les rôles techniques et les rôles de direction. On voit qu'elles sont moins nombreuses que les hommes au poste de direction et au poste technique chez les big tech. Donc ici, on a Amazon, Facebook, Apple, Google et Microsoft, où on voit que sur les postes de leadership, on va dire de direction, ça oscille autour de 25-30%, enfin 26-30%. Et pour les rôles techniques, on est entre 24-25%. Voilà. C'est à la fois pas si faible que ça, et en même temps, on peut sans doute faire mieux. Bonjour. Alors, la question, c'est pourquoi on a ces chiffres-là. Enfin, une question, c'est pourquoi on a ces chiffres-là. Est-ce que la situation peut évoluer, etc. Et donc,
moi, les questions qui m'ont intéressé par rapport à ça, c'est des questions posées par la psychologie sociale. Donc la psychologie sociale, en fait, c'est l'étude des processus... Alors, il n'y a pas de définition officielle, hein, donc je vous en donne une qui est à peu près raisonnable, on va dire. C'est l'étude des processus mentaux, c'est-à-dire les pensées, les émotions, voilà, qui sont impliqués dans les comportements humains qui sont liés aux interactions sociales. Donc il y a les normes sociales, les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, les conflits, la manière dont on influence les uns et les autres, etc. Et donc, la question qui peut se poser quand on fait de la psychologie sociale, c'est quand on a une norme descriptive, c'est-à-dire une statistique qui pose les choses comme ça. Alors c'est comme ça. Bon. Alors pourquoi c'est comme ça? Et comment éventuellement on peut dépasser cette norme-là, de fait. Et alors bon, dépasser une norme, ça représente des enjeux psychologiques pour tout le monde. Donc en psychologie sociale, parfois on dit transgresser la norme. Donc voilà, aller contre la norme, ça peut représenter des tas de choses. Ça peut donner une émotion de peur, parce qu'on a peur de se tromper. Parce que si ça ne fonctionne pas, on va me reprocher d'avoir recruté cette femme, on va me reprocher d'avoir fait ce travail, alors que ce n'est pas la situation entre guillemets normale, enfin, au sens de la norme mathématique, si vous voulez. Ça peut être la peur du regard des autres. On va se moquer de moi parce que je fais pas le bon métier par rapport à ce qu'on imagine que je pourrais faire compte tenu de mon genre. Il y a aussi des stéréotypes et des préjugés. Donc une femme n'est pas faite pour ça, par exemple. Il y a des habitudes et de la résistance au changement comme pour n'importe quel type de norme. C'est-à-dire qu'on a toujours fait comme ça et on ne voit pas pourquoi ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, donc on doit continuer à faire comme ça. Et puis il y a aussi un phénomène un peu particulier, mais qui joue un rôle très important, qui s'appelle la menace de stéréotype. Alors la menace de stéréotype, c'est en fait une forme d'internalisation de la norme par une personne qui va se dire le stéréotype dit que je suis une femme et que c'est pas fait pour moi. Et à force d'internaliser et de se convaincre que ce stéréotype représente une forme de réalité, ça peut conduire à, par exemple, un sentiment d'imposture et éventuellement un échec, parce que la personne va se sentir moins capable, parce qu'elle va avoir ce stéréotype en tête. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que, effectivement, alors, il y a une étude très célèbre notamment, sur les femmes et les mathématiques, où voilà, on dit les femmes sont moins bonnes en maths que les hommes, et dans certaines circonstances, notamment des circonstances dites diagnostiques, c'est-à-dire des circonstances dans lesquelles on va dire aux femmes, voilà, on va faire un test, puis en fait, bon, vous savez, ce test montre quand même des différences entre les femmes et les hommes, et bien là, en fait, on voit que les femmes, elles réussissent moins bien, alors que quand on ne le dit pas, elles ne réussissent pas moins bien. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire des stéréotypes, préjugés, discriminations de genre, etc., dans l'écosystème libre et open source? Alors évidemment, on ne peut pas répondre instantanément et de manière exhaustive à ces questions-là, mais je voudrais juste vous donner quelques exemples. Il y a une étude donc récente de 2019 qui montre que dans l'open source, donc sur 10 projets, Android, Chromium OS, Couchbase, etc., portant sur 4543 développeurs réguliers, il y a moins de 10% de femmes parmi les contributeurs réguliers. Ça, c'est un fait. Il n'y a aucune différence significative de productivité chez les développeurs entre femmes et hommes. Donc ça, c'est aussi, ça a été mesuré avec une définition de productivité précise. Donc on a observé qu'il n'y avait pas de différence. Et qu'il existe des biais, dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on fait des code review sur le code produit par des femmes, dans 30% des cas, le fait d'être une femme, ça leur est défavorable. Mais dans 30% des cas, ça leur est favorable. Donc, ce qu'on voit dans cette étude-là, c'est que, ah oui, il y a des biais. Donc, en fait, quand des femmes existent en tant que femmes, on les perçoit en tant que femmes, et en tant que femmes, on va s'en faire une certaine idée, les femmes vis-à-vis des femmes, les hommes vis-à-vis des femmes, et que dans certains cas, ça va leur être favorable, et dans d'autres cas, ça va leur être défavorable. Une autre étude révèle que donc, sur plus de 3 millions de pull requests analysés sur GitHub, les pull requests émanant des femmes sont approuvés plus souvent que celles émanant des hommes. Premièrement. Et deuxièmement, si la pull request émane d'une personne externe au projet, le fait de connaître son genre, par rapport à un profil qui ne révèle pas le genre, fait baisser le taux d'acceptation chez tout le monde, chez les hommes et chez les femmes. Mais il fait plus baisser le taux d'acceptation quand on est une femme. Et donc là, il y a un biais qui est plus défavorable aux femmes. Par contre, si la pull request émane d'une personne interne au projet, le fait de connaître son genre, ça fait aussi baisser le taux d'acceptation.
mais ça fait baisser le taux d'acceptation de moins 3,1 points si on est un homme, et seulement de 0,8 quand on est une femme. Et donc là, le biais, il est plus défavorable aux hommes. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ces deux études? C'est que, d'abord, les idées a priori qu'on peut avoir comme ça, j'allais dire que c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à des choses qu'on entend un peu voilà, soit des rumeurs, soit des témoignages personnels, soit des choses comme ça, qui montrent qu'effectivement, déjà, quand les pull requests qui émanent des femmes, elles sont plus acceptées que celles des hommes, déjà. C'est quand même pas, c'était pas une évidence, donc là, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme résultat. Et puis aussi, le fait qu'en effet, on observe des biais, mais c'est pas du tout caricatural, en fait. C'est vraiment des biais, d'abord assez fins, et puis c'est des biais qui sont parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Alors, par rapport à ça, j'en viens donc à quelques précautions éthiques de la démarche qui vise à accueillir plus de femmes. Parce que ces résultats, ils ont hélas été repris sans précaution, de manière approximative, avec des conclusions fausses. Donc dans un entretien qui a été repris sur un site de l'écosystème du libre, et je précise tout de suite que d'une part, la personne contactée a été informée des résultats, et que d'autre part, l'objectif, c'est pas du tout de blâmer le site, d'accord, parce que je pense que ses intentions étaient toutes étaient très bonnes, mais simplement, même avec de bonnes intentions, on peut parfois se prendre les pieds dans le tapis. Il y a écrit ici, prenons l'exemple de GitHub, une plateforme de collaboration pour créer du code ensemble. Des femmes ont fait une expérience dans laquelle elles ont publié des commits avec des noms d'hommes, puis avec leur propre nom de femme, ce qui ne correspond pas à l'expérience. Et ensuite, les commits étaient bien plus acceptés quand il s'agissait de commits publiés en tant qu'hommes, ce qui est exactement l'inverse de ce que dit l'étude. Voilà. Donc, pour vous dire, j'allais dire ici comme ailleurs, et peut-être ici encore plus qu'ailleurs, compte tenu du fait que c'est un sujet qui est extrêmement important, extrêmement subtil, en tant que scientifique, évidemment, je ne peux qu'encourager qu'on s'appuie sur la science, notamment en mesurant les choses très précautionneusement, etc., en vérifiant les sources, en étant très prudent sur la manière d'interpréter les résultats avant de construire soit une stratégie, soit une mobilisation, parce que sinon, ça peut être contre-productif par rapport à la finalité recherchée. Et toujours préserver un dialogue respectueux dans une logique voilà, open tout ce qu'on veut, qui est aussi normalement ce qui se passe dans le monde scientifique, c'est-à-dire qu'on émet des hypothèses, on peut ne pas être d'accord, on en discute, et puis voilà, on essaie de progresser tous ensemble. Alors maintenant, donc, j'en viens aux pistes que j'évoquais, donc les pistes qui sont évoquées dans le rapport notamment. Donc il y a évidemment la question de rassurer et d'encourager des femmes qui envisageraient de rejoindre une entreprise du libre, notamment par des témoignages et des soutiens d'autres femmes de la filière. Donc ça semble être très important compte tenu d'un certain nombre voilà, de choses connues en psychologie. Lutter contre les stéréotypes en valorisant des collaborations réussies et des bonnes pratiques dans le respect mutuel, dans la parité des rémunérations, voilà, au sein d'équipes mixtes qui montrent que ça peut bien se passer. Et puis, et c'est sur ce troisième point que je vais un tout petit peu insister, valoriser des femmes qui sont statistiquement moins visibles. Donc il y a un effet statistique mécanique qui fait que comme on voit moins de femmes, du coup, elles ont moins d'impact visible. Et donc, on est moins influencé par le fait que des femmes peuvent réussir, etc. Et donc, compenser finalement cette sous-représentation statistique en valorisant des expertises, des succès dans des rôles techniques et des rôles de direction. Donc il y a par exemple les Red Hat Women in Open Source Awards, je crois qu'il y a quelqu'un de Red Hat qui pourra en parler voilà, tout à l'heure, et la notion de rôle modèle, sur lequel donc je donne quelques exemples. Donc les rôles modèles féminins qui réussissent à des postes techniques, donc c'est voilà, des femmes qui ont réussi. Ça peut inspirer d'autres femmes qui se diront qu'elles aussi peuvent réussir. Ça peut montrer aux hommes que des femmes peuvent réussir à un poste technique et les inciter à les recruter, les promouvoir, etc. Et ça peut aussi influencer positivement les collègues, les familles, les amis, la société, et réduire la menace de stéréotypes. Par contre, attention, c'est pour ça qu'il y a des petits astérisques, c'est qu'en fait, c'est pas des recettes magiques, et il y a quand même des points d'attention. Parce que ça peut inspirer d'autres femmes, petit astérisque, si elles se sentent proches d'elles par effet d'assimilation, mais ça peut aussi les décourager si elles voient que des Wonder Woman, ça s'appelle l'effet de contraste. Donc ça veut dire que pour que cet effet fonctionne, il faut une très grande variété de rôles modèles. Si vous avez que des rôles modèles de Wonder Woman, il y a plein de femmes qui vont se dire « mais moi, j'y arriverai jamais ». Et donc en fait, ça aura exactement l'effet inverse de celui espéré. Pareil, si vous voulez montrer aux hommes que des femmes réussissent et que vous en montrez une ou deux, vous pouvez très bien avoir l'effet une femme. Vous savez, une femme a eu le prix Nobel, une femme a eu ci, une femme a eu ça. Bon, du coup, on oublie même son nom.
Et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Voilà. Donc là aussi, c'est pas quelque chose qui se manie de manière aveugle, c'est quelque chose qui se manie avec finesse et précaution. Alors, voilà, évidemment, il y en a des femmes qui sont insuffisamment connues, mais qui ont joué des rôles clés dans l'histoire du numérique. Évidemment, Ada Lovelace, première programmeur, on pourrait dire, la première programmeuse de l'histoire. Grace Hopper, donc on pourrait dire contre-amiral, je ne sais pas si on dit ça, de l'US Navy, qui est aussi celle qui a inventé les compilateurs, celle qui a inventé le langage COBOL. Jean Bartik, une des ENIAC Girls qui ont programmé le premier ordinateur généraliste et entièrement électronique. Et puis Margaret Hamilton, à qui on doit d'avoir sauvé la mission Apollo 11, parce que si en fait dans ces logiciels il n'y avait pas eu des mécanismes de secours quand il y a eu les pannes qu'il y a eu, et tout le monde serait mort. Donc je veux dire, c'est quand même des femmes qui ont eu des rôles extrêmement importants. Après, outre ces femmes qui ont beaucoup compté dans l'histoire, il y en a évidemment certainement d'autres, il y a aussi des femmes contemporaines comme Marion Wideau, par exemple. Donc, je suis très content en fait, qu'elle ait publié cet article il y a quelques jours, parce qu'en fait, elle a fait sa thèse dans le même laboratoire que moi, enfin sa première thèse, bon bref, peu importe, sa thèse dans le laboratoire dans lequel j'ai fait aussi ma première thèse. Et donc, elle a une très belle histoire qu'elle décrit très bien dans cet article. Et outre sa personnalité et sa manière d'en parler, il y a aussi une belle collaboration qui est décrite. Et je pense que ça a aussi beaucoup d'importance de montrer que ces collaborations, c'est aussi à travers ça que ça fonctionne. Et voilà, restez à la table ronde parce qu'il y aura aussi plein d'autres choses intéressantes. Je termine juste par une petite conclusion, si vous permettez. Le taux de féminisation donc, de la filière open source, comme celui du secteur numérique en général, pourrait certainement progresser dans les années à venir, en adoptant une démarche éthique fondée sur une approche qui soit scientifique et sur les valeurs d'ouverture et de dialogue de cet écosystème, et en s'appuyant sur des exemples positifs, notamment l'utilisation des rôles modèles. Et je terminerai juste en disant qu'accueillir plus de femmes, c'est d'abord mieux les accueillir à travers cette manière de faire, je pense. Voilà.